Jeunesse d'avenir débat. Jeunesse d'avenir débat, une émission où la jeunesse manifeste sa pensée avec des sujets qui abordent sur la politique, le développement, l'éducation, la culture et la société. Jeunesse d'avenir débat, restez connectés. Merci. Bonjour et bienvenue à notre nouveau numéro de Jeunesse d'avenir débat de ce mercredi 9 juin 2021. Et avec moi sur ce plateau, je ne suis pas seule, j'ai l'honneur d'avoir deux grands messieurs. Alors à qui je laisserai l'honneur de se présenter. Je veux commencer à ma gauche avec Monsieur Joe Mayele. Pouvez-vous dire au public qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Bonjour madame, déjà merci de nous recevoir dans votre plateau pour votre invitation. Moi c'est Joe Mayele, je suis politologue de formation, je suis acteur politique et c'est tout. Alors, à ma droite, déjà place à Monsieur John. Monsieur John, pouvez-vous dire au public qui vous êtes, ce que vous faites et tout? Bonjour madame, merci de nous avoir invités sur votre plateau. Et je crois que le seul devoir ou la seule responsabilité que nous avons, c'est de pouvoir éclairer l'opinion parmi lesquelles cette opinion est traumatisée et mentie chaque fois, quotidiennement. Et nous, le devoir que nous avons, c'est de vouloir venir pour éclairer les lanternes, leur expliquer quel est leur rôle pour l'épanouissement, pour le développement de leur pays. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en amont comme exercice ou qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'ils participent aussi dans l'action de ces pays un jour. Parce que si ces pays se développeraient, qu'on puisse aussi retrouver l'action de la population. Voilà pourquoi nous sommes de ceux-là qui viennent pour éclairer les lanternes des uns et des autres, remettre à la place, n'est-ce pas, ceux-là qui déroutent le chemin et puis apporter la lumière à beaucoup de mensonges qu'on essaye à mettre à notre population. Donc en termes de formation, je pense que je suis enseignant à l'université de Kinshasa, je suis chercheur en droit international et je suis aussi un éducateur de masse. Voilà. Et place maintenant à l'actualité. Alors déjà pour commencer, le Premier ministre Sama Lukonde s'est rendu le samedi 5 juin 2021 à Goma pour apporter soutien aux sinistrés du volcan Nyiragongo et puis il s'est rendu ainsi à Bukavu pour visiter les différents sites qui abritent ces sinistrés qui ont fui l'attaque du volcan dans la province du Nord Kivu. Et pour continuer aussi, au niveau du Nyiragongo, la police congolaise est passée à l'arrestation des détourneurs de l'assistance destinée aux sinistrés à Rutshuru. Et il y a eu la réouverture annoncée à l'aéroport de Kavumu, à qui a cette ouverture avec des mesures qui ont été recommandées par le Premier ministre Sama Lukonde. Et aussi pour aller plus loin, il y a une troisième vague du coronavirus qui s'est annoncée depuis quelques jours déjà dans la ville de Kinshasa et le respect de mesures barrières est très recommandé. Le président Félix Antoine Tshisekedi est attendu ce 21 juin en Belgique. Cela pour la cérémonie de la récupération des reliques de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Aussi, à l'actualité, nous avons ce procès 100 jours où l'affaire mise en délibéré après plaidoirie. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est attendu ce 15 juin 2021. Et pour chuter, place au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies où la RDC reporte sa candidature pour 2026-2027. Cette actualité va faire sujet d'un petit commentaire avec mes invités. Je passe la parole à Monsieur Joe Mayele. Vos avis par rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vraiment, je suis satisfait déjà pour le retrait de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies parce que
la configuration actuelle de la République démocratique du Congo ne nous permet pas à aller postuler pour être membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour plus expliciter, lorsqu'on va vers les Nations Unies pour occuper des postes ou pour être acteur majeur, il faudrait une certaine stabilité dans les pays. Et aujourd'hui, déjà, la RDC a un fort problème de souveraineté à l'interne. Déjà, pour assurer la souveraineté dans les 2 345 000 km², la RDC a un fort problème. La RDC a un problème d'instabilité institutionnelle. Et quand on regarde tous ces mots réunis, ça ne nous donne pas d'assurance pour que nous allons aller postuler. Or, au contraire, lorsqu'on va dans certains pays comme le Ghana, les autres pays qui ont postulé, on est en train de voir un certain confort institutionnel, une souveraineté qui est assise, et ça leur permet de pouvoir aller. Ce sont des critériums qui permettent à un pays de pouvoir aller postuler dans le Conseil des Nations Unies. À mon avis, je suis pour ça. Il faudrait que la RDC, qui est notre pays, que nous puissions faire des choses d'une manière qui suit une procédure, parce que pour l'instant, à mon avis, postuler au Conseil des Nations Unies ne serait pas la solution idéale. Pour l'instant, la RDC a besoin de se réconforter à l'interne. La RDC a besoin d'assurer la paix et la sécurité dans toute sa territorialité. La RDC a besoin d'une armée forte, d'une police forte, d'un service de renseignement qui est fort, et les institutions fortes, bannir les problèmes d'illégitimité des autorités. Vous voyez tous ces mots-là. On a besoin d'abord en nous, en interne, que nous puissions faire un curtage à l'interne. Et ce curtage à l'interne nous permettra à pouvoir voir les échéances internationales. Parce qu'à l'interne, lorsque ce n'est pas fort, à l'international, on sera encore plus faible. Comment pensez-vous que la RDC peut s'y prendre pour pallier à ce manque de confort dont vous parlez? Déjà, je responsabilise les autorités politico-administratives. Parce que vous voyez, dans la notion de l'État, il y a deux choses. Il y a les gouvernants et les gouvernés. Donc ce sont les gouvernants qui sont les autorités politico-administratives qui ont la majeure responsabilité de pouvoir stabiliser les institutions, de pouvoir remettre le confort à l'interne. Donc il faudrait une prise de conscience des autorités. Il faudrait une volonté patriotique des autorités. Parce que la volonté patriotique, c'est cette volonté qui nous pousse à pouvoir travailler au profit de la patrie. Et le profit de la patrie, ce sont les institutions fortes. Aujourd'hui, je parle des institutions, mais je ne parle pas des noms. Parce que les noms vont partir, les institutions congolaises vont rester. C'est de ça qu'on a besoin, nous remettre une souveraineté totale. Parce que quand je parle de la souveraineté totale, c'est l'autorité de l'État doit s'imprégner dans les 2 345 000 km². Lorsque vous alliez dans certains coins ici de la ville de Kinshasa, il n'y a même pas les emblèmes du Congo. Il n'y a même pas un trait qui montre que nous sommes en République démocratique du Congo. On a déjà un problème. Donc cette manière de faire serait vraiment biaisée. Donc il faudrait que nos autorités à l'interne puissent avoir cette prise de conscience patriotique et pouvoir travailler pour remonter cette pente en tout cas. Une souveraineté totale, une prise de conscience, une volonté patriotique, voilà, c'était ça le grande ligne que j'ai retenue de l'intervention de M. John Mayele. Et je reviens vers vous, M. John Mayele, excusez-moi, et je reviens vers vous, M. John Kanono. Votre avis par rapport au retrait de la candidature de la RDC à ce Conseil de sécurité des Nations Unies? Bon, moi je pense que contrairement à l'intervention de mon frère Joe Mayele, qui a beaucoup plus fait une analyse scientifique, moi j'en ferai beaucoup plus politique. Bon, vous savez, lorsque le président de la République, aujourd'hui actuellement là où nous sommes, notre pays est piloté par un monsieur qui en lui incarne beaucoup des aspects diplomatiques. En tant que diplomate de formation, ça au moins je le reconnais. Et j'aimerais tout simplement dire ici à la face du monde entier et à l'intérêt de l'Afrique que l'acte que le président de la République, Félix Tshisekedi, a posé, c'est un acte qui reste dans les annales même de l'histoire de l'Afrique. Pour voir que pour la première fois, un président qui en avait les potentialités, un président qui en avait la passe,
place. Comment? Je vous explique. Vous savez, dans la plaque tournante d'être membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut avoir au moins 2 ans de mandat. Revenir après au moins 10 ans. Mais ce qui n'a pas été le cas avec le Gabon. Parce que le Gabon l'était récemment ici, il n'y a même pas 5 ans. Donc la RDC l'était, ça fait déjà pratiquement depuis 91, vous pouvez calculer vous-même. Et voir, ça fait pratiquement plus de 21 ans. Alors que la RDC était en posture. Ici, pour être membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le fair play, c'est la souveraineté. C'est ce qu'on appelle en relations internationales le principe de vocation régionale. Et n'est-ce pas de bon voisinage? Parce que vous ne pouvez pas être en bon voisinage et avoir des accrochages et des antagonismes. Voilà pourquoi le président de la République a voulu enseigner à d'autres présidents que ça ne sert à rien. C'est d'ailleurs une preuve déjà qui montre que je ne ferai jamais, n'est-ce pas, je ne m'éterniserai jamais au pouvoir. Ah bon, vous pensez vraiment? Parce que avec cet acte-là, si on avait un président téméraire, parce que j'ai suivi des pseudo-penseurs libres et consorts, dire que non, diplomatie rime avec fermeté, ça n'a rien à voir. D'autres disent que non, nous avons échoué diplomatique, ça n'a rien à voir. C'est pour une première fois. Parce que je pense et je sais que le peuple congolais accordera une seconde chance au président de la République lors des échéances électorales en 2023 pour que notre candidature soit portée maintenant à voix ouverte. Parce qu'en ce moment-là, j'ai rejoint le point où on dit qu'on devrait renforcer, consolider, n'est-ce pas, notre souveraineté à l'interne. Et là, en ce moment-là, lorsqu'il aura tous les commandes avec lui entre ses mains, on pourra porter notre candidature. Et il n'y a rien à s'inquiéter là-dessus. Donc que les gens arrêtent de s'agiter. C'est que nous avons fait, on appelle ça le fair play international. Donc c'est tout simplement pour montrer au Gabon qu'il y aura toujours des possibilités, vous aussi à votre tour. C'est une leçon qu'on jette et qu'on donne à tous les dirigeants et à tous les présidents qui sont là, qui veulent s'éterniser au pouvoir, qui veulent voir que ceux qui n'ont non, ce n'est pas ça. Donc, à quelques fois aussi en diplomatie et en politique, surtout internationale, il faut, ça demande aussi à un moment de céder la place pour qu'une autre personne reste. C'est ça la beauté. Tous nous sommes dans l'Afrique, tous nous sommes dans la sous-région et imaginez que nous sommes dans l'Afrique centrale et on ne pouvait pas avoir des antagonismes et d'accrochage et lui ne pouvait pas accepter ça en tant que numéro 1 de l'Union africaine pour l'instant. Voilà. Alors, merci pour votre intervention. Nous avons dû retenir qu'il s'agit là d'un fair play international, diplomatique et tout. Place à notre sujet du jour, déjà, l'accès à la magistrature suprême aux Congolais uniquement de père et de mère. Voilà. Ces sujets fait débat et j'ai devant moi 2 grandes personnalités avec qui nous allons essayer d'échanger, qui vont nous donner leurs avis par rapport à cela. Place à Monsieur Joe Mayele. Jugez-vous nécessaire l'adoption de cette proposition et sa mise en application en RDC? Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont hérésiques, qui sont en train de biaiser. Ok. Je vais un peu rebondir un peu au propos que mon frère a dit, mon frère que j'aime beaucoup. Mais j'aimerais dire une chose, dans la diplomatie, il n'y a pas de fair play. Et scientifique que moi, il connaît que dans la diplomatie, il y a les rapports de force. Il faudrait pas cacher les ambitions. Vous voyez, il y a certaines choses qu'on essaye d'embellir. C'est comme un arbre qui cache des fruits. C'est ça la diplomatie. Et moi, je dis, lorsqu'on essaye, où il y a des rencontres, où il y a des échanges entre les États, il y a toujours des rapports de force qui pèsent. Et là, j'entre dans la géopolitique. Dans la géopolitique, il y a 3 choses. Il y a le pouvoir, il y a le contrôle, il y a la domination. Aucun pays au monde, je mets à défi tous les pays, aucun pays au monde peut traiter avec un autre pays en commun accord. Il y a toujours des rapports de force qui pèsent. Et ces rapports de force, soit ils vont chercher le contrôle, soit ils vont chercher la domination, soit ils vont chercher le pouvoir. Il faudrait le savoir. Aujourd'hui, les Chinois, nous le voyons partout au monde. Pourquoi? Ils sont en train de chercher une domination économique. Vous croyez que comme les Chinois viennent ici en Afrique, ils cherchent quoi? Une domination, un contrôle. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse un peu essayer de cacher ces ambitions-là. Aujourd'hui, les Gabon a pris de l'ascension sur la RDC.
intérieurement, le Gabon est stable. Intérieurement, la souveraineté du Gabon est stable. Et une personne qui a une souveraineté interne qui est stable, c'est normal qu'il aille chercher une souveraineté internationale. Donc de ce côté-là, je voudrais un peu clarifier et dire à mon frère que j'aime beaucoup, j'étais un peu d'avis contraire. Lorsqu'on parle de la congolité, je vais dire à nos téléspectateurs, il y a deux choses qu'il faudrait savoir. Il y a un énoncé sociologique qui dit, pour traiter un fait social, il faut aller de cause à effet. Il faut chercher la source de la chose pour aller vers sa conclusion. Je rentre en RDC. La RDC, c'est un pays très complexe du plan de vue anthropologique et sociologique. Pourquoi j'ai dit cela? La RDC a 4 grandes couches ethniques. Si vous ne savez pas, je vous informe. Nous avons les Bantous, nous avons les Pygmées, nous avons les Nilotiques et les Soudanais. C'est ce qui forme d'abord la RDC, les 4 grandes couches ethniques. Au sein des 4 grandes couches ethniques, il y a des sous-couches. Nous avons étudié avec vous à l'école primaire que les originaires ou les autochtones de la République démocratique du Congo sont les Pygmées. Devons-nous chasser les 3 autres regroupements ethniques pour que les Pygmées puissent en jouir? Parce qu'aujourd'hui, les Pygmées ne sont même pas au pouvoir, les Pygmées sont à la forêt. Déjà, parler de la nationalité congolaise aujourd'hui, c'est un sujet très complexe. La meilleure des choses que moi je dirais qu'il faudrait faire, il faudrait que les institutions soient fortes. Il faudrait que l'armée soit forte. Il faudrait que la police soit forte, les services de renseignement soient forts. Quand un État est fort par rapport à ces éléments que j'ai cités, le problème de la nationalité ne fera pas débat. Quand on parle de 100% mère ou 100% père. On a vu des Congolais, des pères et des mères tuer les gens au Kivu. On a vu des Congolais, des pères et des mères détourner des grosses sommes d'argent. Si je viens à ce que la loi est en train de dire, on a dit on est des nationalités congolaises de par deux éléments. Soit on est Congolais d'origine, soit on est Congolais d'acquisition. Par l'acquisition, soit par l'adoption, soit par le mariage, soit par l'option, l'autre modalité j'ai oublié. Je reviens en ce qui nous concerne. On est Congolais d'origine par l'association encore de 2 éléments. Soit par le droit du sang, ce qu'on appelle les us sanguinus, soit par le droit du sol, ce qu'on appelle les us solus. Les us sanguinus, c'est quoi? L'effet de naître de l'un des parents. La loi précise, c'est la loi, je crois, numéro 4/012 du 16 novembre 2004. La loi dit ceci: on est Congolais par le droit du sang lorsque l'un de tes parents est Congolais. La loi encore dit on est Congolais lorsque on est dans les territoires congolais. Déjà, quand il y a une loi qui présuppose, qui traite de la chose, la meilleure des choses qu'il faut faire, soit on amende ou on abroge. Je ne sais pas si les juristes va me contredire par mes propos, mais en ce que je sache, c'est ça. On ne vient pas ajouter dans ce qu'il y a. On amende ou on abroge. Si on abroge, ça signifie ce qui était avant de devenir caduc. C'est pourquoi on amène ce qui est nouveau. Mais M. Peter Tchani, que j'aime bien, Noël Tchani, merci, que j'aime beaucoup, il nous amène quelque chose qui vient nous brûler la tête. Proposition de loi. En quelle qualité? Ça va brûler la tête des Congolais. Ça brûle la tête des gens qui sont allergiques aux terminologies, comme mon frère. Proposition de loi. En quelle qualité Noël Tchani s'est dit cette loi-là, c'est une proposition? Ce sont des mensonges. Un citoyen congolais, qu'il est portion de la population, n'a pas qualité de nous amener une proposition de loi. La proposition de loi émane du législateur, soit un député, soit un sénateur. Déjà, la loi ne passe pas. Parce que toi, tu nous amènes une proposition. En logique, on dit quand les prémices sont mauvaises, la conclusion n'est pas là. Il n'y a pas de conclusion. Donc, quand tu nous amènes déjà une proposition, ça ne passe pas. Et tu nous amènes quelque chose où la loi a déjà statué, où la Constitution a déjà statué. Vous savez, pour ne pas monopoliser la parole, je vais citer ou énoncer l'un des principes de l'état de droit. Parce que l'état de droit a 4 conditionnalités. La première conditionnalité que je vais citer et faire cette analogie, c'est le respect de la hiérarchie des normes selon Hans Kelsen.
il dit que tous les actes ou toutes les actions doivent respecter une hiérarchie des normes, une classification des normes. Et la classification commence par la Constitution, les traités internationaux, les lois et les actes réglementaires. Quand vous prenez une loi qui est contraire à la Constitution, elle n'a pas sa place. Elle n'a pas sa place. La teneur de la Constitution et de la loi. Parce que la Constitution a prédit dans l'article 10, disposé plutôt, parce que la Constitution n'est prédite pas, la Constitution dispose de l'article 10. Et vous voulez nous faire voir qu'une loi a une teneur plus qu'une Constitution. Elle n'est qu'une proposition. Non, quand on dit déjà une proposition, cette démarche est biaisée, madame. Oui. Monsieur Noël n'a pas qualité. Des instances qui ont qualité. Le Parlement, composé du Sénat et de l'Assemblée nationale, et le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est le projet de loi. Vous voyez ces distinguos-là? Oui. Ce n'est pas pour rien les législateurs à faire un distinguo. Donc, nous sommes dans un État démocratique, nous sommes dans un État de droit où chaque chose doit être à sa place. Le droit, je reviens vers vous, le chercheur M. John Kanono. Jugez-vous nécessaire l'adoption de cette proposition et sa mise en application? Bon, merci beaucoup. Je crois que si vous m'accordez le temps, je pourrais m'apaisantir, comme je vous ai dit au début, que nous avons mission de pouvoir élaguer les zones d'ombre et supprimer les hérésies. Et ça fait toujours du bien quand nous sommes en face de personnes qui réfléchissent à la hauteur de M. Joe Maile comme c'est ceci. Mais je pense que les notions de diplomatie ou les notions de relations internes, des relations internationales, je voulais dire, de politiques étrangères, devraient être bien lues et puis bien maîtrisées pour ne pas faire de l'amalgame lorsque nous sommes en train de faire nos analyses. Donc voilà, déjà pour parler de la stabilité du Gabon par rapport, n'est-ce pas, à faire que la RDC est trop proche. Bon, je n'entrerai pas dans ces débats, mais le Gabon ne peut pas aujourd'hui sur les plans, n'est-ce pas, diplomatique actuellement, où nous sommes, s'égaler à la République démocratique du Congo. Je parle du plan diplomatique. Donc il est chercheur, il va aussi faire ses recherches et voir en quoi je parle. Parce que si je m'apaisantissais là, on risque peut-être de se détourner du sujet. Et pour lorsqu'on parle des rapports de force, en diplomatie, les rapports de force est exploité lorsque la souveraineté de l'État est en péril. C'est en ce moment-là qu'on fait appel au rapport de force et qu'on sent si exactement ces pays peuvent répondre facilement aux aspects de la géopolitique dont il venait d'énoncer ici. Donc, dans le cas d'espèce, il n'y a aucune notion de rapport de force qui doit être actuellement. Par contre, j'ai dit des leçons venant du président de la République qui, au lieu de pouvoir s'imposer pour ne rien gagner, parce que être membre du Conseil permanent, non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est même pas être membre permanent. Donc vous aurez une plaque qui ne fera que deux ans. Et si par exemple on vous apprend le panafricanisme comme l'ont prôné le Lumumba, les Sankara et les autres, je pense qu'on pouvait accepter le fair play que Félix Tshisekedi a fait. Parce que l'Afrique en elle-même requiert, vous savez, on barre et consort et tout, et ainsi de suite, tout ça. C'est pourquoi moi j'ai dit ici, j'ai dit que le président de la République actuelle donne une leçon aux autres dirigeants de comprendre qu'il n'y a pas lieu de se faire la guerre pendant que vous êtes frontalier. Il n'y a pas lieu de se priver, n'est-ce pas, des frontières alors que vous pouvez collaborer ensemble. Tout ça participe au développement de l'Afrique. Si on veut parler du développement de l'Afrique, c'est sur les plans politiques, c'est sur les plans militaires et aussi sur les plans diplomatiques.
Donc je pense qu'un président comme celui-ci en donne déjà des leçons aux autres qui ont fait beaucoup de temps et beaucoup d'années dans les pouvoirs et au pouvoir, et d'autres qui veulent même s'éterniser au pouvoir. Voilà, le donneur des leçons par excellence alors, on va le dire. Des leçons de manière sournoise là, mais les gens les comprennent peut-être quelques mois, quelques temps après. Donc voilà, maintenant pour parler de la question de la congolité, je crois que j'ai répondu. Vous êtes congolais de père et de mère? Je suis congolais de père et de mère, à vérifier. Mon père est 100% congolais, ma mère aussi l'est, mes grands-pères ainsi de suite, tout autre. Mais moi je me mets à la place de ceux-là qui n'ont pas eu la possibilité d'acquérir la nationalité congolaise par le droit du sang et par le droit du sol peut-être, mais par le droit du sang. Vous savez, cette loi-là, moi je ne dis pas que c'est une mauvaise loi, non. Je ne dis pas non plus que cette loi-là c'est une bonne loi. Je ne dis pas ça comme ça. Moi par contre, je dis ceci, que cette loi-là devrait subir une ingéniosité au niveau du temple de notre démocratie qui est l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, comme mon frère vient de le dire ici, habilitées à pouvoir concevoir la matrice des lois. C'est le Parlement. Ok? C'est là, à ce niveau-là, où on peut élargir, aiguiser la pensée de cette proposition de loi. Mais dire que M. Noël Tchani n'a pas compétence à proposer une loi au niveau du Parlement, c'est faux, archi faux. Lisez les articles de la Constitution 220, lisez les articles de la Constitution 63, lisez les articles de la Constitution 13. Vous allez voir que la Constitution recommande même à lui, à un individu comme lui, de pouvoir récolter plus ou moins 100 000 signatures et aller donner une proposition de loi au niveau du Parlement. Je pense, d'accord. Et politologue de formation, ce sont des choses que je ne peux pas l'apprendre ou je ne peux pas les dire ici. Par contre, c'est lui qui devrait m'enseigner ça. Deuxième point, deuxième élément. On dit Noël Tchani s'attaque individuellement à des individus, parle de X, Y choses, ainsi de suite. Non, cher ami. Est-ce que cette proposition de loi que nous voulons aborder, parce que je vais aussi l'aborder dans un autre sens, est-ce que cette proposition de loi que nous sommes en train de parler ici, nous sommes le seul pays au monde où nous voulons verrouiller l'accès, à des postes comme la présidence, comme les postes des chefs de corps, comme les autres, les états-majors? Est-ce que nous sommes le seul pays au monde? Si par exemple les gens ont besoin que nous puissions renforcer notre souveraineté internationale, renforcer notre souveraineté nationale, mais on devrait mettre un accent sur cette loi. Parce que vous savez, cette loi, moi je le considère comment? Je le considère comme en 1961, lorsque Lumumba voulait libérer, avant même le Congo. On lui pose la question, on lui demande, mais quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qui te pousse? Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que Noël Tchani n'est pas congolais. Mais qu'est-ce que cette loi-là lui profite à lui? Cette loi profite à la République. Il dit que ce n'est pas la personne de moi Lumumba qui compte, mais c'est le Congo qui compte. Si on verrouillait ces secteurs, est-ce que vous savez que le Congo sera libéré? Vous savez, même cette loi ici fait... Le Congo sera libéré par rapport à quoi? Verrouiller ces secteurs, vous ne pensez pas que ce secteur demande à être verrouillé peut-être pour mettre de bâtons sur le roue de quelques figures politiques pour les empêcher de se présenter peut-être à l'horizon 2023 aux élections de la présidence? Vous pensez que cette loi vient vraiment pour arranger les choses ou vient pour favoriser une partie de ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont peur, qui ont peut-être peur... Jamais réduire l'intégrité d'une nation à un individu ou à un groupuscule d'individus désœuvreux. Vous pensez que c'est pas ce qui est caché derrière? Qu'est-ce qui est caché derrière? Moi, par contre, en tant que Congolais, qui a le souci de cette terre, qui veut que ces frontières soient renforcées et resserrées, je dis amen à cette loi. J'accepte cette loi, mais je l'accepte sous des conditions. Mais tout Congolais dirait qu'il a le souci de sa patrie. Tout Congolais... Là maintenant, j'allonge la pensée de Noël Tchani. Je me dis qu'on ne se limite pas seulement à dire qu'on accepte quelqu'un parce qu'il est de nationalité, donc il est Congolais de père et de mère. Mais moi plutôt je dis qu'on devrait donner l'accès
à la magistrature suprême et à d'autres postes de chefs de corps aux Congolais qui ont acquis la nationalité congolaise sur les plans juridiques et sociologiques. Je m'explique. Parce que vous savez qu'un monsieur qui naît aux États-Unis, qui naît en France, qui naît au Canada, qui naît je ne sais pas moi où, mais dont ses parents sont congolais de père et de mère. Vous savez que cette loi de Noël Tchani l'exclut totalement. Mais moi je dis non. Il y a beaucoup de gens qui vivent à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui sont en dehors du pays. Mais qui ont l'attachement et qui se donnent à la patrie dont vous n'avez pas idée. Et ces gens de personnes, on ne peut pas les exclure. Parce que cette loi exclurait ces personnes si on le prend de cette manière-là. Voilà pourquoi moi je dis plutôt que la nationalité devrait être accordée sur les plans. Primo sur les plans juridiques. Sur les plans juridiques, c'est tout ce qu'il venait de dire ici. Recommandation de droit international privé. On reconnaît la nationalité, comme le dit aussi notre article 10 de la Constitution, par le droit du sol et par le droit du sang. Et ainsi de suite, tout ça avec tous les modes d'acquisition de la nationalité congolaise. Mais aussi, il y a un élément psychologique que les gens oublient. Lequel? C'est ce que le président de la République a parlé il y a de cela 2 jours, 3 jours. Il a dit, mais il y a beaucoup de Congolais qui sont nés de père et de mère, 100% Congolais, mais qui sont à la base de l'échec de cette nation. Et ces gens de personnes, nous, on continuerait toujours à leur faire confiance, on continuerait toujours à leur donner des postes clés. Il y a des gens qui sont Congolais de père et de mère, mais qui ne foutent absolument rien. Le problème qui se cache ici, c'est le problème vraiment d'être Congolais de père et de mère et de mal gérer dans le pays, ou c'est le problème d'être Congolais de père et de mère et de voler les richesses du pays. C'est où se cache le vrai problème? Parce que je trouve qu'il y a une zone d'ombre là-dedans. On ne sait pas comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette pensée réellement. Le problème se cache ici. Vous avez des personnalités qui saignent les caisses de l'État, qui soi-disant sont des Congolais des pères et des mères, soit d'autres sont Congolais 50%, soit d'autres sont Congolais par mode d'acquisition. Vous avez des Congolais qui infiltrent, vous avez des gens qui infiltrent les services de l'armée parce qu'ils sont 100% Congolais, d'autres 50%, ainsi de suite. Alors cette loi-là vient pour essayer un peu de mettre quelque chose au filtrage. Comme dans un Kiyungu, et quoi ça? On dit quoi? Boulongo aussi. Okay. Hein? Okay. On essaie de mettre ça un peu dans un entonnoir pour que celui qui accéderait à des postes comme celui-là, ceux-là, pardon, des postes comme ceux-là, doit être un Congolais. Pas seulement de père et de mère, mais sociologiquement congolais. Je vais dire quoi par là? Ça veut dire quoi? Son âme, son esprit, son corps a un attachement fort avec le Congo. Comment allez-vous détecter que son âme, son esprit a un attachement fort avec le Congo? Lorsqu'une personne, par exemple, il sert son pays, il veut que ces pays puissent se développer. Vous avez des gens qui ont géré ces pays ici depuis la première génération après l'indépendance, jusqu'aujourd'hui, qui n'aident pas que ces pays aillent de l'avant. Des gens qui prennent votre argent en tant que paisible citoyen congolais. Vous contribuez votre argent dans les trésors publics. Quelqu'un prend cet argent-là et il va investir ailleurs, il va construire ailleurs. Une personne. Qu'est-ce qui lui laisse ce courage, cet accès-là de prendre cet argent? Il n'y a pas un bon suivi. Ce n'est pas comme des suivis. C'est parce que lui-même, d'abord, n'est pas attaché à cette nation. C'est parce que lui-même n'a pas la congolité dans le sang, sur le plan sociologique. C'est ce que je suis en train de dire ici. Une autre personne. Vous partagez le même avis, Monsieur Joe, s'il vous plaît. Est-ce que Monsieur Joe, parce que je l'ai vu un peu sceptique, vous partagez ce même avis? J'ai essayé, vous avez laissé mon frère un peu s'étaler, parce que chaque fois que je suis avec lui dans les plateaux, je me vois en train de planer dans les nuages, parce qu'il y a la scientificité qui est en train de couler. Il y a une chose que mon frère a dit au début de son allocution. Il a parlé d'un citoyen qui peut faire une proposition de loi. Je ne sais pas si j'ai mal interprété ce que vous avez dit. Je vais encore répondre, je suis ferme dans mes propos. Le Conseil des ministres donne les propositions. Oui, ça vous avez dit, vous avez étalé. Quand M. John Kanono a cité des articles de la Constitution, l'article 218, l'article 5, je vais ajouter l'article 64,
nous parle de la population étant qu'acteur qui peut empêcher toute personne qui veut exercer le pouvoir d'une manière non constitutionnelle. Et l'article 218 vient nous ajouter que la population et le pouvoir constituant dérivé. Par là, je vais dire quoi? Il est parmi les organes qui peuvent nous aider à réviser la Constitution. 100 000 personnes avec une signature dès la pétition. J'espère qu'on essaie un peu d'éclairer. Dans l'article 5, on dit le peuple, c'est lui le souverain primaire. Il exerce son pouvoir d'une manière directe, par la voie des référendums, par la voie des élections, mais d'une manière indirecte par ses représentants. Donc, il faudrait que je puisse m'atteler sur la nuance. Un juriste de formation, mon cher ami, il sait qu'il y a les cas d'exception. Quand il y a déjà une formulation qui ne respecte pas la règle, lorsqu'on l'amène devant la loi, je vais dire, mais c'est le juge, le président juge, il y a cas d'exception, cette chose-là ne passe pas. Quand je dis déjà proposition de loi, ça commence mal. Un citoyen congolais n'a pas droit à proposer. La proposition, je vais répéter, je mets quiconque à défi. La proposition de loi, celui qui a qualité, c'est celui qui émane de l'Assemblée nationale ou du Sénat. D'accord, Monsieur Joe, je veux vous arracher la parole quelque part pour dire, il y a une question qui me revient. Vous pouvez penser qu'avec cette proposition, il n'y a pas une forme de discrimination quand on vous met seulement dans la peau d'un Congolais et quelqu'un qui est peut-être seulement de père congolais, mais qui a la compétence à exercer de fonctions clés. On le carterait parce que il n'est pas de mère congolais. C'est pas une forme de discrimination, ça? Oui, c'est une manière d'écarter. Mon frère a dit une chose. L'appartenance ou l'attachement qu'on a envers la nation, c'est ce qui forme la vraie nationalité. Aujourd'hui, le Congo a besoin des gens qui vont les servir des cœurs par leur âme et puis par leur esprit. Vous pensez que ces gens n'ont jamais existé depuis l'accès du Congo à l'indépendance? Mais ont été très peu. Ces gens ont existé. Entre autres, Lumumba. Entre autres, Kimbangu. Entre autres, il y a Kimba. Vous connaissez Evariste Kimba? Voilà. Ce sont des nationalistes. Des gens qui, le Congo passait au devant et les intérêts passaient en arrière. C'est ça la vraie nationalité congolaise. Parce que quand le Congo passe devant, ça signifie que le développement du Congo, là, ça passe devant. Ma voiture passe derrière. C'est de ça que nous avons besoin. Voilà, ma richesse passe après le Congo. Alors, Monsieur Kanono, par rapport à cette question qui fait face à une preuve de discrimination, comment pouvez-vous l'expliquer? Comment vous le prenez? Bon, il y a aussi un principe général de droit qui dit en latin lex dura sed lua. Ok? C'est que il y a certaines lois qu'on doit imposer pour renforcer la souveraineté nationale. Ce qui voulait dire que la loi, parfois elle est dure, mais c'est la loi. Je prends un exemple. Lui, il est congolais de père et de mère, né au Congo. Moi, je suis congolais de père et de mère, mais je ne suis pas né au Congo. Or, la loi dit que celui qui doit exercer le pouvoir, être président de la République, doit être congolais de père et de mère né au Congo. J'ai des compétences les mêmes que lui a. Mais devant la loi, le choix est clair. Est-ce qu'il faut aller planer ou pour voir que ici d'abord c'est l'intérêt du Congo? Si exactement c'est l'intérêt du Congo comme on le dit, mettons la loi sur table. Mais plutôt moi je dis qu'on devrait allonger maintenant cette loi. Parce que là, à l'intérieur de cette loi, on doit injecter le patriotisme, on doit injecter le civisme, on doit injecter la citoyenneté, on doit injecter la moralité. Et tous ces éléments que je viens de parler font partie de l'attachement sociologique. Je vais vous relater l'histoire d'un monsieur. Ce monsieur-là vivait dans un pays en Europe. Alors, il vivait en Europe, dans un pays. Lui, il était de nationalité
française. Alors qu'il vivait dans un pays en Europe qu'on appelle le Liechtenstein. Ce pays-là, c'est là où il faisait ses affaires et ses commerces. Il partait et il rentrait. Or, lui était français. Là, voulait acquérir la nationalité du Liechtenstein 20 ans après. On lui a dit non, on ne peut pas te donner notre nationalité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un attachement sociologique à notre État. L'élément sociologique par rapport à l'octroi, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit qu'on doit même revoir comment on a défini notre nationalité ici, dans l'article 10 de notre Constitution, et revoir pour dire que seulement pas ceux-là qui ont habité depuis 1960, comme le dit la Constitution. Il y a des vrais Congolais qu'on a écartés, mais des faux Congolais qu'on a inclus par rapport à cette disposition constitutionnelle. Moi je pense que si moi et vous ici, on ne les dit pas seulement pour plaire aux gens, mais nous-mêmes, nous sommes des véritables Congolais dans la pensée. Vous savez, j'ai horreur de voir une personne qui est Congolais, mais qui torpille ses amis congolais et consorts. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent au Congo ici. Je vais descendre un peu plus bas pour que vous compreniez ce que je vais dire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent au Congo, mais qui n'aiment pas le Congo, qui n'aiment même pas ses semblables congolais. Comment? Vous allez voir, par exemple, vous venez dans un arrêt de bus, le matin par exemple, vous trouvez beaucoup de gens, et le monsieur, le chauffeur, parce qu'il voit beaucoup de gens, il augmente son prix de transport. Ou bien vous allez la journée, vous prenez la même trajectoire à un prix, quand vous venez le soir, vous voyez que la même trajectoire change de prix. Ça veut tout simplement dire quoi? Que le Congolais trouve l'opportunité, là où son semblable Congolais gémit, pour encore le faire souffrir grave, au prix même de l'ôter la vie. Ok, monsieur, je vais vous arracher la parole. Le troisième exemple, lequel? Le troisième exemple, c'est, vous avez suivi le 22 mai ici, il y a eu éruption volcanique ici à Goma ici. Pendant que les gens étaient des déplacés, des désertés, les gens sont en train de fuir. Mais il y a de ceux-là qui étaient dans le confort, qui ont préféré hausser le prix des transports, qui ont préféré hausser les prix de loyer, pour que ces gens-là qui sont déjà dans la souffrance. Est-ce que vous comprenez un peu cet élément-là? L'aspect, c'est quoi? L'élément, c'est quoi? C'est que la loi-là ne devrait seulement pas s'appesantir sur des facteurs juridiques. Parce que la nationalité, sur le plan juridique, ce sont des documents. Je peux en avoir 1000, je peux en avoir 500. Voilà. Mais là où la nationalité doit reposer, c'est sur les plans sociologiques. Je sais que je suis dirigeant du pays, je sais que je suis décideur du pays, je ne déciderai pas en défaveur de ma nation, je déciderai en faveur de ma nation. Voilà, en faveur de la nation. Nous pensons aussi que quelque part cette loi vient un peu changer un élément de définition de la nationalité congolaise. Mais bon, je peux avoir une dernière question. Pensez-vous, au début de l'émission, vous avez parlé de ce qui devait être priorité par rapport à la RDC face au Conseil des Nations Unies et tout. Et pensez-vous que la place de cette proposition de loi, elle est inopportune vu les priorités actuelles que présente la nation? Voilà, c'est la dernière question pour chuter. Je suis en train de dire, cette question de la nationalité à l'heure actuelle, c'est un faux débat. Parce que vu les priorités de l'État, vu la configuration de la politique actuelle, c'est un faux débat. Je vais vite rentrer chez mon frère et après on va essayer d'en parler. Les juristes, c'est eux qui nous ont amené les notions du droit. Quand il y a des préceptes ou des normes qui existent, devons-nous apporter des autres ou devons-nous abroger? C'est une question qui doit faire réflexion. Il y a une loi qui est là, qui existe déjà sur la nationalité. Il y a la constitution qui est là. Doit-on sur ce qui existe? C'est une question qui doit faire débat en tout cas. Donc, madame, pour essayer de conclure, je vous dirais aujourd'hui la RDC a un problème très majeur. Déjà, il faudrait essayer de remettre la paix. L'État commence à partager ses missions régaliennes avec certaines personnes. Il faudrait dire que l'État est malade. D'accord, pour chuter. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que la question de la nationalité, aujourd'hui, c'est une question qui devrait être mise sur table, mais pas qui devait être prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, je vais terminer, vous avez eu le temps. Aujourd'hui, nos frères de l'Est sont en train de souffrir.
Donc déjà, la configuration actuelle que nous avons ne nous permet pas de parler de la nationalité. Nous avons la nationalité, mais aller dans les quartiers d'Okolo, aller dans les quartiers... ben oui, ça je crois que ce sujet il est vraiment assez large. On va en faire un nouveau numéro, oui, parce que déjà nous avons un très grand étendue, voilà. Et c'est vraiment un sujet qui va encore... J'hésiterai pas de vous recevoir encore très prochainement pour encore bien décortiquer ce qui reste là, le dessous des cartes. Nous sommes Congolais. On n'a pas d'autre terre que le Congo. Voilà. Quand vous me donnez un avion ici pour partir aux États-Unis, je ne partirai jamais. Voilà. Je vais mourir dans la terre de mes ancêtres ici. Il a dit, M. Joe Mayele, c'est un Congolais, il aime sa nation, il mourra ici, il ne veut en aucun cas immigrer ailleurs. Je vais vous dire une chose. Voilà, monsieur. Lumumba était prophète politique. Moi, je suis un oracle politique. Lumumba dit, l'histoire de... Pour savoir que Lumumba était un prophète, il a dit, l'histoire des Congolais ne s'écrivra nulle part ailleurs, ici au Congo. Et moi, étant qu'oracle politique, j'ai dit ceci, que le salut des Congolais ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais des Congolais eux-mêmes. Voilà, on a retenu cela. Et Monsieur Kanono, pour chuter déjà votre avis par rapport à cette nouvelle loi, vous trouvez qu'elle est prioritaire par rapport, ou inopportune par rapport à l'état actuel de notre nation? Non, lorsque déjà... C'est pour chuter déjà, je vous demande d'être un peu plus bref. Lorsque mon confrère ici dit déjà que l'État ne devrait pas partager ses missions souveraines ou ses missions régaliennes avec d'autres qui devraient conforter, n'est-ce pas, sa souveraineté nationale et renier l'appréciation ou l'étude, n'est-ce pas, de la loi portant sur la congolité, je pense que c'est déjà dire une chose et son contraire. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il en tienne, je suis très motivé par ces interventions. Je crois qu'elles ont été très bonnes. Alors, mais je voulais d'abord dire quelque chose avant de conclure, s'il vous plaît. Vous savez, l'histoire de la congolité ici, si nous prenons cela à la légère, je pense que ça ne va pas nous aider et cet État va couler comme de l'eau comme ça. Va couler, va commencer à partir. Or, cette loi ici est prioritaire pour nous. Ce n'est même pas prioritaire pour Félix Tshisekedi, pour Moïse Katumbi, pour Martin Fayulu, non. Et ils sont en train déjà de faire une génération, ça va passer. Il y a une autre qui viendra. Alors, dire à la question, maintenant je reviens où j'étais en train de dire que n'est-ce pas la congolité, était une question inopportune actuellement. Pourquoi? Je dis inopportune. Voilà pourquoi j'avais dit qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. Mais inopportune actuellement, pourquoi? Parce que d'abord, au sein de notre pays, nous avons multiples questions et multiples problèmes. Il y a des priorités parmi les priorités. Et je crois que la congolité ne fait pas mention de la priorité, de toutes les priorités. C'est une question qu'on ne devrait pas négliger, qu'on devrait réfléchir, mais ajuster et associer à beaucoup d'autres préoccupations. Pourquoi? Parce que cette population ici et ces peuples qui nous suivent tout le jour veulent aussi voir qu'on puisse débattre des questions qui sont à leur intérêt d'abord. Ça veut dire quoi? Qu'ils voient le changement pendant qu'ils sont en train de manger, pendant qu'ils vont marcher, pendant qu'ils font ceci, X, Y chose. Donc pour conclure maintenant, pour finir, par rapport à ce que nous venons de parler, je crois que c'est un sujet qui demandait en tout cas beaucoup de réflexion. Bien qu'on le parle de manière bricolée et tout ça, mais d'abord c'est que le Congolais devrait retenir et savoir qu'on ne remet que... Il y a un frère qui me disait Ndeko nayo ezakaka oyo obotami na papa moko na maman moko. Donc vous comprenez, ça résume le tout. Donc Ndeko nayo eza oyo obotami na papa moko maman moko. Donc moi na noko nayo Ndeko nayo te. J'ai dit Ndeko nayo eza oyo obotami na papa moko maman moko. Donc ça veut dire le véritable Congolais, c'est celui qui a un attachement et juridique et sociologique pour son pays et pour cette nation. Nous, déjà, nous vous disons un très grand merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé de l'accès à la magistrature suprême aux Congolais uniquement de père et de mère. Vous avez suivi avec nous des interventions de M. Joe Mayele, tout comme de M. John Kanono, qui ont été assez explicites, qui ont apporté de la lumière leur avis et tout ce qui est allé avec. Alors, moi, je vous dis déjà
À très bientôt pour un prochain numéro de Jeunesse d'Avenir Débat. Restez connectés sur notre chaîne YouTube SN Télévision et je vous prie de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle. Déjà, nos remerciements se dirigent vers nos invités qui ont accepté de se joindre à nous. Merci à JC qui est là derrière la caméra. Merci à Monsieur Racine Birega qui nous suit ainsi qu'à Maître Boswengamasa Gaël depuis quelque part en République démocratique du Congo. Pour le reste, je vous porte à cœur le sujet, le mot-clé qu'on a gardé à la fin de cette émission, c'est le patriotisme et le patriotisme, l'amour, l'amour, l'amour du pays. Merci et à très bientôt. C'était Déborah Bobby à la présentation. Bye bye.